Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo de NWX sur le numérique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michael Le Borloc dans notre émission, qui est un avocat spécialisé dans le numérique. Donc ravi de t'accueillir Michael, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais dans la vie, nom, prénom, voilà. Michael Le Borloc, fonction, entreprise. Donc oui, je suis Michael Le Borloc, je suis avocat, j'ai fondé le cabinet LBV Avocat, on est présent à Rouen et à Paris. Moi j'interviens surtout sur les questions numériques, propriété intellectuelle, droit des affaires. J'ai un parcours peut-être un petit peu original dans le droit, je ne sais pas si tu voulais toi le présenter. Ouais, alors justement ton parcours effectivement, j'ai fait un petit tour sur ce que tu as fait pour en arriver là. Mais c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses. Tu obtiens donc un premier diplôme de droit à l'université La Sapienza à Rome. Oui. Tu obtiens aussi une double licence en France, donc une licence d'anglais et de... Et ma licence d'anglais en France, oui, effectivement. Ok, ouais, tu obtiens ta licence d'anglais en France en même temps. Tu obtiens ensuite un master en droit anglais et nord-américain. Tout à fait. C'est là que tu commences à t'intéresser au parallèle entre le copyright et le droit d'auteur pour le côté européen. Exactement, tout à fait. Tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence entre ces deux choses et puis ce qui t'a attiré dans le fait de travailler sur ce parallèle? En fait, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Elles ont le même objectif, c'est d'inciter à créer, mais alors que les Européens ont une approche assez romantique, on protège la culture en fait derrière les auteurs, les Américains ont une approche beaucoup plus pragmatique, peut-être beaucoup plus tournée vers le marché, et c'est un droit en fait, le copyright c'est un droit sur la copie, c'est déjà dans la formulation, c'est pas du tout l'approche romantique européenne du droit d'auteur, on va pas protéger l'intégrité de l'œuvre, on protège pas le droit de paternité, donc le droit d'établir un lien entre un artiste et sa création, donc une approche moins tournée vers la culture et beaucoup plus vers le marché, et en même temps c'était intéressant de comparer les deux parce que en fait, une fois dans le domaine de la création intellectuelle, une fois que tu as fait le tour de la façon dont les Européens et les Américains protègent une création, en termes d'influence sur les législations dans le monde, la messe n'est évidemment pas dite, il y a des particularités locales, mais ça a un pouvoir d'influence qui est important sur le reste du monde, donc c'était intéressant de voir comment est-ce que ces deux espaces gèrent cette question. Et comment en fait ces deux côtés de l'Occident fonctionnent comme des miroirs l'un envers l'autre. Ça permet en fait de bien comprendre comment on fonctionne aussi. Et le fait d'avoir fait tes études dans différents pays, ça t'a peut-être aussi amené à vouloir voir cette facette différente. Oui, il y avait de la curiosité. Il y avait de la curiosité aussi dans ce... Et justement après, ça t'amène vers une thèse sur l'application du droit d'auteur aux hyperliens, une analyse du droit français et américain. Donc c'est là-dessus que tu rédiges ta thèse à l'université de Paris, Panthéon-La Sorbonne, et l'université de Columbia à New York en même temps. Exactement, tout à fait. Et tu as aussi un master de droit des affaires qui vient de la University of Southern California aux États-Unis. Et à côté de ça, tu enseignes notamment le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, les droits des marques et tout ça à la fac ici en Normandie. À Paris. À Paris aussi, ouais. Ok. Et ensuite vient LBV, donc le cabinet dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Qui vient compléter tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de droit et plus particulièrement de droit face à l'intelligence artificielle, qui est un peu le sujet qui bouscule tout le monde en ce moment. C'est un sujet dont on commence à entrevoir l'importance. Pour cela, il faut déjà qu'on comprenne un peu comment fonctionne le droit face au numérique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer est-ce que le droit ou comment le droit peut s'appliquer à une technologie ? En fait, la première question, c'est est-ce que vraiment le droit a vocation à s'appliquer à une technologie ? L'idée, c'est que le droit doit être neutre. Et neutre technologiquement, en tout cas. Et si tu veux, on va juste faire un petit pas de côté et on va repenser à l'histoire de Robinson Crusoe. Robinson, il est sur son île tout seul. S'il décide que ça, c'est la règle, est-ce que c'est du droit ? Est-ce que c'est du droit ou est-ce que c'est de la morale ? Et en fait, la question, c'est est-ce que le droit n'intervient pas à partir du moment où vendredi arrive sur l'île ?
En fait, c'est plutôt à ce moment-là qu'il y a du droit. Dans la relation interpersonnelle entre Robinson d'un côté et Vendredi de l'autre. Alors en l'occurrence, c'est une relation d'esclavage, c'est détestable, c'est tout ce qu'on veut, mais peu importe, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est du droit. En fait, le droit ne saisit que des relations interpersonnelles. Tant que tu es tout seul, il n'y a pas de droit en fait. À partir du moment où il y a une altérité, il y a du droit. Et donc là se pose la question de est-ce que la technologie peut devenir interpersonnelle ? En fait, je suis pas sûr. Aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas convaincu en fait, qu'on puisse considérer qu'un robot, une intelligence artificielle, puisse avoir une personnalité juridique. Il y a certains auteurs qui sont plutôt minoritaires, mais ils existent, et quelques avocats qui soutiennent la création d'une personnalité juridique du robot. Donc tu aurais les êtres humains d'un côté qui pourraient être sujets et objets de droit, et puis des robots qui seraient sujets et objets de droit aussi. Alors, j'ai quand même du mal à voir comment est-ce que ça pourrait fonctionner, ce qu'on leur donnerait exactement comme droit. Enfin, moi, ça me paraît pas véritablement avoir de sens en fait. Ça a autant moins de sens qu'aujourd'hui, un animal, on lui donne pas c'est pas un sujet de droit, ça reste un objet de droit. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on donnerait plus de droit à une machine qu'à un animal. Et en même temps, c'est vrai que l'animal ne va pas saisir le juge, il ne peut pas être en lui-même sujet de droit. Donc le droit aujourd'hui, tel qu'il est conçu, c'est vraiment dans une relation interpersonnelle. Par contre, là où il va y avoir des spécificités dans son application, c'est que parfois dans ta relation interpersonnelle, tu vas utiliser une chose. Tu vas utiliser une technologie, qu'elle soit simple ou compliquée. Tu prends un couteau, c'est une forme de technologie qui est ancienne, mais c'est une technologie. Tu prends ton couteau pour le planter dans quelqu'un, c'est pas le couteau en tant que tel en fait qu'on va venir réglementer. C'est le fait qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui a pris un couteau et qui l'a planté dans quelqu'un d'autre. C'est cette relation interpersonnelle, négative en l'occurrence, mais qu'on va venir saisir. Donc, en fait, il faut faire un pas de côté par rapport à cette approche qui est un peu technico-centrée de beaucoup, qui consiste à dire il y a de l'IA, il faut une loi sur l'IA. En fait, à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comment est-ce qu'on veut réglementer, s'il y a besoin, les relations entre une personne numéro 1 et une personne numéro 2, sachant qu'il y a un truchement par une IA. C'est ça en fait qu'on va venir réglementer. Parce que la question qu'effectivement on serait en droit de se poser en ce moment, alors effectivement les réseaux etc, c'est des outils qui ont été utilisés par plusieurs personnes pour parfois nuire, en tout cas au vu du droit civique. En ce moment on se pose la question, qu'en est-il de l'IA ? Alors d'une part de l'IA générative qui pour le coup nous répond comme si c'était une vraie personne en quelque sorte, et qu'on peut utiliser à plein de fins différentes, et bien sûr qui est aussi en quelque sorte créatrice, mais ça on reviendra dessus, aussi comment ça fonctionne pour l'IA de manière générale. Je sais que toi et moi on a déjà parlé d'IA dans les jeux vidéo, de propriété intellectuelle du code. Est-ce qu'on peut déjà commencer par ça ? Parce que ça je suppose qu'il y en a depuis plusieurs années. Oui, mais en fait tout ça effectivement c'est réglementé depuis assez longtemps, et pour le coup on n'a pas eu besoin de réforme spéciale. On a ensuite une réglementation qui est un peu spécifique sur les logiciels, mais en fait c'est tout l'intérêt aussi de la façon dont le droit est construit, et surtout dans la façon dont on fait du droit en Europe. On a des concepts qui sont assez larges. Et tu sais, en fait, quand Internet est arrivé, quand les premiers logiciels sont arrivés, en fait, les règles qu'on avait en matière de droit d'auteur, qui ont évolué, mais les concepts de base sont les mêmes qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a pu les appliquer sans difficulté. Tu as un logiciel, un gars un jour qui invente un logiciel, c'est une suite de codes. Est-ce qu'il y a eu des choix originaux d'effectuer ? Si oui, on va pouvoir protéger comme si c'était un tableau, une œuvre littéraire, ce que tu veux. S'il n'y a pas de choix originaux dans la façon de coder, circulaire, rien à voir, il n'y a pas de protection. Donc ensuite, pour des questions économiques, pour plein de considérations, on a fait, comment il y a eu une réforme spécifique sur le droit des logiciels, mais en fait le droit a une capacité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à absorber des nouvelles technologies sans véritablement de difficultés. Donc aujourd'hui, les IA, ce qu'on peut éventuellement appeler les IA plus classiques, un peu plus anciennes, non génératives, en fait on n'a aucune difficulté à les réglementer. On va avoir toute une partie qui est logicielle. C'est ce que je t'ai dit, si le logiciel est un petit peu original,
on va protéger. Puis très souvent, on avait évoqué ensemble l'exemple des jeux vidéo. Ouais. Bien, tu vas avoir de la musique, on va appliquer les règles relatives à la musique. Alors, est-ce que je paye mes droits à la SACEM? Est-ce que la musique est originale? Est-ce que les artistes-interprètes qui ont effectué l'enregistrement ont des droits dessus? Mais ça, au bout du compte, c'est assez classique comme raisonnement. Sur l'image, sur les vidéos, ça va être exactement les mêmes raisonnements que les raisonnements traditionnels. Est-ce que l'image est originale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissables? Des personnes vivantes reconnaissables, et auquel cas il y a un droit à l'image. Donc, en fait, le temps 1, on va dire, de l'IA, le tout début, voilà, quelques petits ajustements, mais grosso modo, quand c'est arrivé, pas de grandes difficultés à les aborder. Ok. Et alors effectivement, pas de grande difficulté à les aborder. Et pour ce qui est de l'IA générative, qu'on voit donc avec DALL-E, ChatGPT, Microsoft, comment ça fonctionne? Parce que pour le coup, là, c'est l'IA qui est génératrice de contenu sous la demande d'une personne tierce. Comment ça se passe et où est-ce qu'on en est actuellement sur ça? Alors, à mon avis, il y a plusieurs points à voir. Ouais. Le premier, c'est de savoir qui est propriétaire en fait, de ton IA. Parce que tu as une partie logicielle, donc là, c'est la personne qui a créé le logiciel qui va être propriétaire. Et ensuite, l'IA va fonctionner avec une énorme base de données qui peut contenir soit même des données personnelles éventuellement, des images qui peuvent être protégées par un droit d'auteur. Parfois, on a même de la musique. Hier, j'ai entendu une IA qui a créé une chanson des Beatles, alors que j'ai trouvé pas aussi bien que ce que pouvaient créer les Beatles, mais ça, c'est mon interprétation. Bref, tu peux avoir une succession en fait, de contenus, et il va y avoir une succession de droits là-dessus. Sur des photos, des vidéos, des textes, des musiques qui pourraient être originaux, il y a un droit d'auteur dessus. Le principe serait d'obtenir une autorisation pour les stocker. S'il y a des données personnelles, le principe c'est d'obtenir l'autorisation des personnes concernées pour pouvoir stocker ces données. Ou à tout le moins avoir un intérêt légitime pour les stocker. Donc il y a déjà une protection, le principe c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Il y a quand même des exceptions qui sont entrées en vigueur et qui permettent de contourner au moins en matière de droit d'auteur ces exceptions et d'aller piocher dans ces bases de données. Donc là déjà on voit que pour soutenir en fait le développement de l'IA et pour que la France et l'Europe ne restent pas en arrière, on a commencé à créer des petites exceptions en droit d'auteur pour permettre la création. On va revenir dessus, je pense que c'est important. Donc logiciel d'un côté, droit des données personnelles, droit d'auteur, et sur ta base de données, a priori pour créer une telle base de données, il faut un temps substantiel, il faut des investissements substantiels. Et si tu as passé du temps substantiel, fait un investissement humain ou financier substantiel, tu as un droit spécial sur ta base de données. Et donc on ne peut pas extraire normalement, sauf certaines exceptions, mais peu importe pour aujourd'hui, tu ne peux pas extraire de partie substantielle de la base de données. Donc on a une succession. Pour les lois RGPD, pour les lois européennes en tout cas. Alors le RGPD, c'est vraiment uniquement sur les données personnelles. Là, la protection de ta base de données en tant que base de données, c'est encore une autre réglementation européenne. Mais donc, on a une succession de protection sur l'IA en tant que telle. Toi, en tant que créateur de l'IA, tu as un droit sur le logiciel, d'une part, a priori un droit sur la base de données, et si tu as fait les choses intelligemment, tu as les droits aussi, tu as dû obtenir les droits sur les contenus. Donc ça te fait quand même une grosse chose. À côté de ça, une fois que tu as ton IA, tu vas commencer à générer du contenu. Et là, va se poser la question de savoir si tu as un droit sur ce que tu as créé. Parce que, imaginez que tu as mis des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'investissement. Tu as envie que ta machine qui crée quelque chose va te permettre de vendre ensuite, de développer sur le marché des créations. Et là, est-ce que tu pourrais nous montrer la photo du singe? On va refaire un petit pas de côté, puis on va voir comment on va réfléchir. Alors j'aime beaucoup le selfie du singe. Voilà ce que tu m'as envoyé en amont de ce singe qui prend une photo en selfie, qui a trouvé un téléphone quelque part, ce que tu m'avais expliqué. C'était un appareil photo, mais ça change rien. Et donc c'était un journaliste qui était allé en Amérique latine faire un reportage photo, puis il paramètre son appareil photo. Tout est parfait, il pose l'appareil photo, et là le singe prend l'appareil photo, il le retourne, et je sais pas comment il se débrouille, mais en tout cas, clac, il appuie sur le bouton, il prend la photo. La question se pose de savoir si le journaliste a un droit d'auteur sur la photo.
Et assez logiquement, il dit bah oui, j'avais tout paramétré en fonction de la luminosité, de la distance entre l'appareil photo et le singe. Enfin, c'est vrai qu'il avait techniquement tout paramétré. Donc lui considère avoir un droit d'auteur, enfin c'est du droit américain, donc du copyright, mais peu importe pour aujourd'hui. Et en face, on a PETA, qui est une association de protection des animaux, qui vient nous dire pas si vite, celui qui a pris la photo, c'est pas le journaliste, c'est le singe. Donc c'est le singe qui a un droit d'auteur sur la photo. Donc potentiellement un droit financier. Exactement, tout à fait. Bon, je ne vais pas revenir sur l'exemple de Robinson Crusoe, mais encore une fois, le droit s'applique à des relations interpersonnelles entre êtres humains, et un animal n'est pas sujet de droit, il est objet de droit. Donc, l'affaire suit son cours aux États-Unis. À un moment, on a une décision qui vient nous expliquer que un singe, c'est un animal, donc il n'est pas sujet de droit. N'étant pas sujet de droit, il ne peut pas avoir de droit d'auteur. Donc PETA, exit, pas de droit pour les animaux. Je crois aussi que PETA avait parfaitement compris qu'elle serait en charge des droits d'auteur du singe, et que c'était elle en fait qui allait récupérer les dollars. Bon. Donc exit les prétentions de PETA. Maintenant, on se pose la question de savoir, pour le photographe, une fois, techniquement, il a tout paramétré, est-ce qu'il a un droit d'auteur ? Et là, les juges, en fait, les juges de Copyright Office nous expliquent que pas du tout. Tout ce qu'il a fait, en fait, c'est un paramétrage technico-technique. Et en fait, tant que tu n'as pas de forme d'expression originale, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, si tu reprends demain l'histoire de Roméo et Juliette, avec deux amoureux de deux familles ennemies et qui n'arrivent pas à mener leur histoire d'amour, c'est une idée. Elle est de libre parcours. Ce qui va être intéressant, c'est par contre ta façon d'exprimer cette histoire. Donc que ce soit en fait pour une œuvre littéraire, il y a énormément de jurisprudence sur la question de savoir si un artiste qui donne des instructions à son élève a un droit d'auteur. En fait, il a un droit d'auteur parce qu'il demande à faire une forme originale. L'élève qui va façonner la sculpture n'a qu'un geste technique, donc il n'a pas de droit d'auteur. Mais si à un moment, il y a moins d'indications données à l'élève, et que l'élève va commencer à faire des choix originaux, là, l'élève va avoir un droit d'auteur concomitamment à celui de l'artiste. C'est la question par exemple avec Hans Zimmer qui compose une partie de ses œuvres, mais pas complète, en tout cas qui redonne le travail à des co-écrivains qui le rémunèrent, et qui est joué par un orchestre sur lequel lui joue seulement une partie de percussion, mais il récupère quand même les droits sur l'œuvre de manière générale pour les musiques de films qu'il fait. Après là, alors dans le montage, en fait, je sais pas comment il se débrouille. Peut-être qu'il obtient une session de des autres personnes qui composent, mais s'il ne le fait pas, effectivement, il est copropriétaire de la création. Si on crée à plusieurs mains, on est copropriétaire d'une œuvre, sauf certaines exceptions qui ne devraient pas s'appliquer à lui. Et donc, dans le cas de notre journaliste, tout ce qu'il a fait, c'était technique. En fonction de la distance et de la luminosité, je paramètre. En tout cas, c'est ce qu'a retenu le Copyright Office. Si c'est technique, il n'y a pas de forme originale. Donc la photo du singe, en fait, on peut même la présenter sans difficulté dans le cadre du podcast. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des œuvres c'était rare jusqu'à maintenant, mais qui étaient créées par des animaux. Alors on a vu là, c'est la photo du singe. Il y a des éléphants qui peignent. Ça, c'est des œuvres qui sont sans droit d'auteur. Mais en fait, on va avoir la même chose avec l'IA. Et donc ça nous renvoie à l'affaire qui concernait la création d'une œuvre par une intelligence artificielle. Et donc la question était de savoir si la personne qui avait renseigné les informations pour créer cette œuvre-là avait un droit d'auteur dessus. Et là, c'est le Copyright Office américain encore qui s'est penché sur la question. Tout simplement, il a retenu qu'à partir du moment où tu as une intervention d'une IA qui est plus que minimale, la meilleure traduction que je pourrais proposer, eh bien, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. On considère que il y a trop de création par une IA et donc il n'y a pas de création de forme originale par une personne humaine, donc pas de droit d'auteur. Donc l'image en fait qui a été créée par cette IA, elle a peut-être une valeur de marché, sans doute, mais en tout cas elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Ce qui veut quand même dire concrètement que si demain j'ai envie de la copier, et en fait on est en train de la copier dans le cadre du podcast, on ne peut pas m'attaquer. Ouais. J'ai aucune difficulté à l'utiliser. Et là, à mon avis, on a un véritable sujet, parce que tu te rappelles tout à l'heure, je te disais que l'objectif du droit d'auteur européen et du copyright américain, c'était d'inciter à créer. C'est-à-dire, tu crées ton œuvre,
grâce à ça, tu vas toucher des droits d'auteur et c'est ta rémunération et tu vas continuer à créer. Demain, en fait, quel est mon intérêt à mettre 50 000 euros, par exemple, dans un projet de développement de l'IA, si je sais que les musiques, les textes, les images qui vont être créées, en fait, n'ont pas de valeur, ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Peut-être que certaines personnes vont vouloir acheter, peut-être que je peux même protéger ça d'une façon ou d'une autre, mais techniquement, peut-être par une blockchain, mais en tout cas, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Bon, si moi demain je dois hésiter, si je dois investir, je vais peut-être pas du coup investir dans de l'IA. Et là, je pense qu'en Europe, on a un vrai sujet. Les Anglais ont été plus rapides que nous sur la question, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Le droit d'auteur ne protège pas les créations d'IA. Donc, on va faire une chose simple. On veut quelque chose qui incite les gens à créer. On va créer une protection qui est spécifique. Et en fait, en Angleterre, si tu crées en Angleterre, puis ça c'est malin quand même, ça attire aussi les capitaux, c'est plutôt malin. Si tu crées en Angleterre ton IA, ce qu'elle va produire, tu auras un droit spécifique dessus. Alors évidemment, ça ne va pas durer toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, parce que pour une IA, ça n'a pas de sens, c'est beaucoup plus court. Néanmoins, tu peux dire, ma création, elle va avoir une espérance de vie de marché de 5, 10, 15 ans. Tu as un droit qui dépasse un petit peu l'espérance de vie de marché. Là, ça vaut le coup d'aller investir. C'est une façon aussi de protéger l'idéation. De dire parce que ce tableau par exemple, si un peintre pour le coup le reprend et pose des droits dessus, lui il peut le faire, le reprend et le repeint exactement ce tableau. Alors s'il refait exactement la même chose, il n'y aura pas de droit dessus. Par contre, on pourrait envisager qu'il s'en inspire, qu'il change certains éléments, et les éléments qui seraient modifiés et qui seraient originaux, il aurait un droit d'auteur dessus. Okay. Et donc on pourrait, tu as parfaitement raison, on pourrait imaginer que le créateur de cette œuvre par l'intermédiaire de son IA n'a pas de droit, mais que demain un peintre récupère, modifie certaines choses, mais on reconnaîtrait quand même globalement l'œuvre, et sur les éléments différenciants et originaux, il aurait un droit, ce qui fait que très concrètement, on aurait du mal à réutiliser l'œuvre par la suite. Donc oui, tu as raison, on pourrait envisager que le producteur de l'œuvre se fasse